Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir. Je suis désolé, j'ai la voix complètement explosée, je suis un petit peu malade, donc on va quand même essayer de faire ça bien. Donc comme chaque mois, au-delà des gros épisodes que je fais sur le manga, la BD, les chefs-d'œuvre du cinéma et tout ça, je vais vous parler de mes trucs préférés du mois, les trucs qui m'ont le plus plu au mois de novembre 2019. Ça va peut-être vous donner des petites idées, des trucs sympas à regarder. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment le top du top de ce que j'ai vu. Et ce mois-ci, j'ai l'impression d'être le seul à avoir vu certains trucs, mais j'ai l'impression que c'est des choses dont on ne parle pas assez. Donc pour commencer ce mois-ci, on va parler de L'éléphant dans la pièce, le dernier film de Martin Scorsese, The Irishman. C'est vrai que Netflix, je trouve que c'est une plateforme qui produit énormément de bouse, qui part dans toutes les directions, qui tire un petit peu tous azimuts histoire de s'accaparer tous les marchés, mais c'est aussi une plateforme d'accueil pour des grands réalisateurs qui n'ont pas su trouver les financements pour leurs films. Je pense à Alfonso Cuarón pour Roma, je pense à Scorsese pour The Irishman, je pense à Gilligan qui a réussi à faire son film Breaking Bad. Enfin vraiment je suis hyper content que ces films existent. Pour moi ça fait partie des meilleurs films de ces dernières années, donc je suis hyper content que Netflix ce soit un petit peu un havre de paix où on accueille les gens qui sont un petit peu à la peine. The Irishman c'est un très bon film, c'est très long, ça dure 3h30, oui il faut se prendre le temps de regarder ça, c'est une expérience à part entière hein, de regarder un film pendant 3h30. Il y a des gens qui ont proposé à d'autres de le regarder un petit peu en morcelé, en 4 parties. Voilà, moi je pense que à partir du moment où Scorsese l'a sorti comme un film et pas comme une série, il faut le regarder comme un film. Il y aura des moments dans le film dans lesquels du coup vous allez un petit peu penser peut-être à autre chose, j'en sais rien, mais voilà, c'est une expérience. Pour moi un film ça se regarde comme ça. Et c'est aussi un film Netflix, donc pour moi ça doit se regarder sur un écran d'ordinateur. Voilà, c'est pas la même expérience qu'au cinéma. Donc il y a beaucoup de gens qui en parlaient, qui avaient eu la chance d'aller le voir au cinéma dans des super conditions avec un super son. Ou alors de regarder sur un écran avec un projecteur chez eux. Les problèmes se font assez vite sentir si on fait ça parce que le film a été pensé comme un film qui devait se regarder sur un écran d'ordinateur. Et du coup dans The Irishman, les acteurs ils sont rajeunis numériquement. Alors c'est une technologie qui est encore en train un petit peu de naître, de balbutier. Je pense que si vous êtes en grand écran en Full HD, il y a quelques effets de rajeunissement de De Niro qui vont peut-être un petit peu vous gêner. Après de manière générale je trouve que les effets de rajeunissement sont plutôt bien réussis. On oublie assez vite le truc, ça gêne un petit peu les premières minutes. Bon voilà, on a compris quoi, oui ok, c'est pas ultra bien fait ceux de De Niro, mais ceux de Joe Pesci sont super bien faits, ceux de Al Pacino sont super bien faits aussi. Moi ce que j'aime dans cette technologie de rajeunissement, c'est que on ne nous propose pas des versions de De Niro par exemple jeune. C'est une version de De Niro vieux rajeuni. Donc c'est le visage de De Niro vieux qui est par exemple bouffi avec son gros nez, enfin avec son nez un peu empâté, qui est rajeuni. Donc on retrouve pas le De Niro de Taxi Driver ou le De Niro de il y a très longtemps. Non, on retrouve le personnage de De Niro vieux qui est rajeuni. Enfin c'est très bizarre. C'est très bizarre, je pense qu'il faut que vous le voyez pour que vous le compreniez. Et du coup c'est un film qui permet d'étendre son récit sur une grande période de la vie de ces gangsters. Donc voilà, je vous dis quand même, il faut le voir dans les bonnes conditions. Moi je trouve que sur un écran d'ordinateur, ça suffit, c'est comme ça que le film a été pensé. Le film a été écrit pour Netflix, pensé pour Netflix, il faut le regarder dans des conditions Netflix. Je trouve pas que ce soit le meilleur film de Scorsese parce que il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce film qui sont montrées, qu'on a déjà vu dans d'autres films. Voilà, si vous connaissez toute la filmographie de Scorsese, Les Affranchis et tout ça, il y a même quelques scènes qui y font écho. Donc c'est pas un film quelque part qui m'a surpris, c'est extrêmement bien monté, les lumières c'est hyper belle, mais c'est clairement un film héritage. On sent que Scorsese il arrive à la fin de sa vie, la fin de sa carrière, et il a envie de renouer avec ce qui a fait son succès, sa force, avec ses acteurs aussi qui l'ont porté, que lui-même a porté. C'est un film qui est hyper émouvant, je pense, pour un cinéphile ou quelqu'un qui aime un petit peu le cinéma. C'est un très bon film. Si quelqu'un me dit c'est mon film préféré de l'année, oui, je comprends totalement. Mais moi, ça m'a bien plus touché parce que je retrouve des acteurs mais de légende. Joe Pesci dans un rôle principal, mais chaque fois qu'il apparaît à l'écran il y a une corde qui vibre en nous quoi, enfin tu peux pas t'en empêcher. Robert De Niro il faisait que des comédies depuis les dernières années, c'était pas les meilleurs, et le retrouver dans un vrai rôle où vraiment il a des vraies scènes où il dégage des trucs, tu te dis oui j'ai jamais vu De Niro comme ça. Voir De Niro jouer vieux c'est génial, voir Al Pacino jouer vieux c'est génial. Je sais pas si vous le saviez, De Niro et Al Pacino ils ont jamais été ensemble à l'écran. Alors, ils ont fait Hit ensemble, et il y a une scène même où ils sont face à face. Ils ont jamais été filmés ensemble dans la même image. Et de voir des plans où ils sont là, les deux vieux, c'est immortel quoi. Voilà, c'est vraiment... il fallait que ces acteurs ils aient un dernier barreau d'honneur, il fallait que Joe Pesci fasse un dernier film. Donc merci à Scorsese d'avoir fait cette merveille. Il y a aussi Harvey Keitel qui fait premier grand acteur de Scorsese, qui revient faire un petit rôle, mais
C'est magnifique de le voir, Harvey Keitel vieilli, enfin d'avoir un casting de la sorte, c'est juste hallucinant quoi. C'est un film de Scorsese qui est super bien écrit et qui donne lieu à des scènes absolument dinguissimes de dialogue, de punchline entre les trois quoi. Le film est hyper bien écrit, moi j'adore cette idée que le film est un flashback. Il y a un road trip de deux personnages qui sont vieux et le film est quasiment entièrement un flashback. Et en fait t'arrives vers la fin, vers les 3/4 du film et tu te rends compte que le road trip c'est pas la fin, qu'il y a encore plein de trucs après, voilà. C'est un beau film sur l'héritage, la vieillesse, le film lui-même parle de ça. Le film parle de la trace qu'on laisse, des choix qu'on fait, de la vie qu'on a menée. C'est vraiment un chouette film, voilà, The Irishman, on l'attendait, hein. Moi j'espérais que ce soit le film de l'année. Ah vous verrez, fin de l'année je ferai évidemment mon top et mon flop. Je vous dirai quel était mon film préféré. Clairement celui-là va se retrouver très très haut, hein. C'est du beau boulot, mention spéciale à la monteuse de Scorsese qui bosse avec lui depuis toutes ces années. Je trouve que le montage de ce film est particulièrement intéressant et dinguissime, ouais. Ce que j'aime beaucoup avec ces 3h30, c'est que ça te permet de t'introduire dans le milieu des gangsters et au bout d'un moment t'as vraiment l'impression que tu connais ce milieu et que t'en connais les codes. Et par exemple il t'explique dans le film à des moments que quand quelqu'un est très inquiet, c'est que vraiment il veut dire que ça va pas du tout et qu'il faut changer les choses. Il y a tous ces codes du langage du gangster qui reviennent après dans le film et du coup des personnes qui disent des choses assez simples, tu comprends qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas et que ça risque de partir en cacahuète quoi. Ouais, c'est un super film, j'aurais aimé le voir au cinéma mais pour moi voilà, ça montre que les films sur les plateformes VOD ça peut avoir autant d'impact si ce n'est plus que les films qui sortent au cinéma, et donc c'est un film qui mériterait d'aller aux Oscars par exemple, voilà, qui mériterait clairement compétition aux Oscars, au moins pour les performances d'acteurs qui nous ont été données là-dedans. On va terminer avec deux séries qui sont clairement trop passées inaperçues pour moi ce mois-ci. Je sais pas pourquoi on en parle, en tout cas j'ai l'impression qu'on en parle pas assez, voilà. Ces deux séries HBO, si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous connaissez l'amour que je porte à HBO. Pour moi, ce sont vraiment les grands créateurs de séries. Ce que j'aime beaucoup avec HBO et ce que témoignent ces deux séries, c'est que les personnes qui se lancent dans les projets ont une liberté artistique totale. Vraiment, on sent qu'on leur fait confiance, on laisse des gens s'exprimer. Et quand tu vois à quel point Watchmen d'un côté et His Dark Materials sont des séries totalement différentes avec une direction artistique qui n'a rien à voir, vraiment, tu sens que HBO, ils ont cette force-là de laisser des créateurs s'exprimer. En bien ou en mal, on a vu ce que ça a donné avec la fin de Game of Thrones, mais au moins, ils laissent aller les gens jusqu'au bout de leur projet, jusqu'au bout de leurs idées. Il n'y a pas un contrôle extrême pendant la production sur ce que elle œuvre, si elle doit changer ou pas. Clairement, je pense qu'avant de choisir les sujets de leur série, là, il y a vraiment des gros brainstorming, mais une fois que la série est lancée, je trouve que les gens ont beaucoup de liberté artistique. J'ai commencé par Watchmen. C'est donc une série écrite par Lindelof. Je me trompe peut-être sur le nom, je suis désolé, je suis un peu fatigué. Lindelof, c'est le mec qui avait créé Lost et qui avait créé cette excellente série HBO, si vous n'avez pas vu, The Leftovers. C'est une merveille, c'est une des meilleures séries de ces 10 dernières années. The Leftovers, c'est champion du monde quoi. C'est vrai que c'est un mec qui a un univers très déroutant, qui peut en perdre certains. C'est des séries qui prennent vraiment leur temps, qui sont extrêmement étranges par certains aspects, mais absolument passionnants et toujours plein de grilles de lecture différentes. Il y a plein de couches de lecture. Watchmen, je pense que ça peut en laisser plus d'un dubitatif. Alors, Watchmen, clairement ne regardez pas cette série si vous n'avez pas lu le comics Watchmen. Ça n'a aucun intérêt. C'est la suite qui se veut l'héritière du comics. Ça parle tout le temps, constamment de sujets qui ont été abordés dans le comics. Ça fait des clins d'œil au comics. Ça reprend des personnages du comics. Si vous n'avez pas lu le comics, vous allez être totalement largué. Si vous avez vu le film, je pense que ce sera bien plus clair pour vous. Le film Watchmen, qui est sur Netflix d'ailleurs aussi, qui a été fait par Zack Snyder. J'adore ce film, moi c'est un de mes films préférés, Watchmen de Zack Snyder. Pourtant je suis pas fan de Zack Snyder, mais Watchmen. Mais par rapport aux comics, la fin, le twist final, le climax final du film a été changé par rapport au climax du comics. Donc si vous n'avez pas lu le comics, si vous avez que vu le film, je vous invite quand même à vous renseigner sur les différences qu'il y a entre le comics et le film. Ou alors relisez le comics, enfin c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est le meilleur comics de tous les temps, voilà. Mais du coup il faut avoir lu le comics, voilà, sinon vous allez totalement largué, ou alors vous allez complètement passer à côté de cette série. Ce que j'adore avec cette série, c'est que chaque épisode, c'est un film à part entière et c'est totalement différent de l'épisode d'avant. Ça me paraît difficile de binge-watcher, c'est un peu chiant d'attendre chaque fois une semaine, je vous le cache pas, il y a 7 épisodes qui sont sortis, mais vraiment t'as des épisodes qui vont vous mettre des grosses claques quoi. Je peux même pas vous dire de quoi ça parle, tellement ça parle de sujets différents et variés. Ça aborde le racisme, ça aborde surtout en profondeur le sujet du super-héros. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un masque, pourquoi on se cache, pourquoi on ne révèle pas son identité.
citer, il y a des passages où vous allez vous dire mais what? Vous ne pouvez que réagir comme ça en fait. What? Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Il y a des passages avec le personnage de Ozymandias qui sont tellement bizarres et dérangeants. Et c'est bizarre dans le sens où vous avez l'impression que c'est sur la corde raide de vous sortir du récit de fiction. Vous vous dites non mais c'est trop chelou pour que j'y croie en fait. T'as l'impression que c'est un film qui est mal fait ou qui est mal pensé, qui est tellement gênant que tu es en train de sortir de la fiction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais clairement je trouve que les épisodes 5, 6 et 7 sont vraiment des super bons épisodes de série quoi, qui vous restent gravés en tête. J'aime que ce mec ait proposé sa propre vision de l'œuvre de Watchmen. On sent qu'il y a un auteur derrière qui dit regardez, c'est ma vision de Watchmen, je propose ça. Quelqu'un aurait pu proposer une suite totalement différente. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va se vendre comme étant la digne suite de Watchmen. Non, non, c'est une suite de Watchmen. Regardez, je vous propose cette lecture-là en reprenant l'œuvre de Alan Moore. Quand cet univers qui est très années 80 est repensé dans les années 2000-2020, voilà ce que moi je pense que ça va donner. Et effectivement, je vous dis, il y a des moments où vous allez être un peu en mode qu'est-ce que je suis en train de regarder là? L'épisode 7, il se termine sur un retournement de situation où t'es là, ouais. Ok, d'accord, t'as pris ce chemin là, ok. Donc voilà, attendez-vous à être clairement un petit peu chamboulé. Si vous n'êtes pas habitué à l'œuvre de cet auteur, putain c'est Lindelof, je sais plus mais je crois que c'est Lindelof, je vous l'afficherai. Si vous n'êtes pas habitué à ce qu'il fait, je vous invite clairement à regarder The Leftovers, c'est une merveille, c'est que 3 saisons, ça va très vite à regarder. C'est très dur, attention psychologiquement. C'est très lourd. Ensuite, regardez Watchmen. Lisez Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons. Enfin, c'est absolument incroyable. C'est une merveille. Voilà. Tic-tac, tic-tac. Je vous parle maintenant de ces séries parce que là, il n'y a que 7 épisodes de Watchmen qui sont sortis sur 9, mais on est quasiment à la fin. Clairement, l'intrigue met un petit peu de temps à se mettre en place, mais ça vaut le coup. Voilà, quand j'ai vu les 3 derniers épisodes, là, je me suis vraiment dit que ça valait le coup d'attendre un petit peu. J'en parle maintenant parce qu'avec la fin de l'année, je vais faire aussi mon top et flop film. Je sais pas si j'aurai le temps de faire un truc de mes trucs préférés. Bon, sûrement, hein, je vais me donner ce mal-là, mais je préfère en parler maintenant quand le sujet est frais. Parce que sinon ça reporte un petit peu à loin. Et donc deuxième série HBO dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci, c'est His Dark Materials. C'est hyper intéressant comme projet. Alors c'est à la croisée des mondes je crois en français. C'est adapté de 3 bouquins qui sont un peu des bouquins pour ados qui traînaient sur mes étagères moi que mon frère avait lu mais j'avais pas lu. Ils en avaient fait un film à la croisée des mondes, la boussole d'or. J'en ai un souvenir assez flou. Je me souviens que j'avais pas trop aimé mais que l'univers m'avait plu. Ces histoires d'ours en armure, cette revisite de notre monde de manière un petit peu plus steampunk. C'est le même monde mais avec pas mal de choses qui ont changé. Ce film là il laissait un souvenir un petit peu ambigu. Je me souviens qu'il y a Daniel Craig qui jouait dedans et putain de merde, comment elle s'appelle celle-là? Sharon Stone. Sharon Stone? C'est pas Sharon Stone. Mais non c'est pas Sharon Stone. Bon, c'est pas Sharon Stone, je sais plus, je suis fatigué, je suis malade. Je vous afficherai le nom de l'actrice qui joue dedans. Et donc, avec ce film, je m'étais dit, bon, je vais peut-être me plonger dans les bouquins que m'avait conseillé une ex à moi. Voilà. Et j'avais pas du tout accroché. Bien, alors, pas du tout. Je m'étais forcé peut-être à aller aux 3 quarts du bouquin et je m'étais arrêté, les 3 quarts du premier bouquin hein, sur 3. Et je m'étais arrêté parce que ça n'avait pas plu du tout. J'avais pas du tout le style et je trouvais ça très enfantin. Là je trouve que cette série, c'est marrant de voir comment on peut avoir comme Watchmen, chacun peut avoir une vision totalement différente de l'œuvre. Cette série, la direction artistique de cette série est absolument magnifique. Les décors, les costumes, ça te fait vraiment voyager. Je trouve qu'il y a une vraie vision de l'œuvre de l'auteur là, une vraie vision, un truc qui est cohérent, qui est bien foutu. C'est un monde dans lequel l'âme d'une personne est représentée par un animal qui apparaît à côté de toi, qui parle, qui a une vraie personnalité. Et c'est pour les enfants, ces animaux n'arrêtent pas de se transformer. Et je trouve que ces animaux qui s'appellent les Daemons sont tellement bien foutus. Mais genre les images de synthèse sont tellement photoréalistes, mais t'y crois mais totalement quoi. Au début il y a Lord Asriel qui arrive avec son guépard des neiges. Super beau quoi, super bien fait. Bon c'est vrai qu'à un moment il y a une histoire avec un ours en armure. Il y aura avec Ironside. Non Ironside, Bjornside. Je pense au mec de ça me fait penser au mec de Viking, Bjorn Ironside. C'est pour ça que je dois pas avoir le... Je me cours complètement. Je pense à Bjorn Ironside de Viking. Ça me paraît c'est Yorek, Bjornsson, un truc comme ça, voilà, l'ours en armure.
Bon, c'est vrai que là, comme il est plus massif, l'ours, on voit que c'est des images de synthèse, mais pour une série, tu vois qu'il y a quand même du budget derrière. L'univers est top, les acteurs sont super, notamment les acteurs enfants. T'as la gamine et le petit gamin, son pote qui est serveur au début, mais il joue à merveille quoi. La gamine c'est celle qui coupait des têtes dans Logan. C'était la gamine qui avait le même pouvoir que Logan et qui était une grosse tueuse qui tranchait des têtes. Voilà, ça fait un peu bizarre d'avoir dans un rôle un petit peu plus cool. Mais ouais, super série. Il y a l'actrice Ruth Wilson qui est vraiment excellente. Enfin, je vous dis pas quel est son rôle, mais vraiment elle joue à la perfection. Daphne Keane, j'ai retrouvé le nom de la gamine, Daphne Keane. C'est beau, la photographie est vraiment magnifique, les décors sont splendides. La musique de cette série, ça faisait longtemps que dans une série j'avais pas entendu juste une musique d'ambiance, mais vraiment une musique de composition quoi. C'est Lorne Balfe qui a fait la musique, le générique d'intro il est magnifique, il est accompagné du coup d'une musique de ce compositeur mais qui est absolument dinguissime, c'est la meilleure musique de générique que j'ai entendue depuis très longtemps. Écoutez-vous ça, vous allez l'écouter en boucle. Au-delà de ça, c'est une série qui est hyper bien scénarisée, hyper bien écrite. J'étais pas prêt du tout, c'est des retournements de scénario qui n'avaient pas été montrés dans le film. Dès le deuxième épisode, vous allez voir, bam, on vous en met un gros coup dans la gueule et t'es là. Ah d'accord, oui, ok, ah oui, c'est un monde qui a vachement plus d'ampleur que ce que j'imaginais. Très chouette His Dark Materials, je suis hyper content du coup aussi de savoir que c'est adapté de 3 bouquins, donc il y aura 3 saisons, je pensais ce qu'il faut pas s'éterniser sur de trop longues années sur un sujet comme ça. J'ai hâte de voir ce qui s'ensuit et je vous invite vraiment à regarder cette magnifique série de fantasy. Je trouve que HBO dans les trucs de fantasy ils sont toujours au top quoi. Les mecs ramassent mais toutes les meilleures franchises, Game of Thrones, His Dark Materials, Watchmen, les gars ils sont sur tous les fronts putain, voilà, ils assurent quoi, ils assurent. Si vous connaissez pas HBO, bah c'est le moment de vous y mettre les amis hein. J'espère que cette vidéo vous a fait découvrir des trucs sympas, que vous avez regardé ces séries et ce film dont je vous parle. Et on se revoit bientôt, très bientôt, pour un épisode de nos plus grands films et pour les vidéos de la fin de l'année. A plus, je vous aime.